Merci d'accueillir Thierry de Peretti. Alors, on va lui laisser le temps de passer ça dans cette salle organisée. Je garde un peu d'armure. Tu la gardes. Thierry Peretti, merci d'avoir accepté de venir rencontrer le public du Méliès ce soir. Une petite question pour démarrer autour des personnages. Certains des personnages de ce film sont inspirés de gens que vous avez côtoyés, connus dans le cadre de l'écriture de cette fiction, à savoir Emmanuel Fansten et sa source. Et vous avez décidé de construire un récit où on situe vraiment un trio de personnages principaux, avec eux deux, interprétés par Pio Marmaille, par Roche Dizem, et puis le personnage de Vincent Lindon, qui interprète Billard. Pourquoi avoir choisi un trio de personnages alors que c'est un film qui aurait pu en comporter vraiment beaucoup d'autres? C'est vrai que ça épouse les pérégrinations du temps qu'on a passé ensemble, Emmanuel et Hubert, c'est-à-dire Emmanuel Fansten et Hubert Arban qui ont inspiré les personnages que joue Pio Marmaille et Roche Dizem. Et j'ai pas rencontré le personnage qui a inspiré. J'aurais bien aimé rencontrer, mais je pense que j'ai été trop vite identifié comme faisant partie du camp ennemi, donc c'était plus possible. Et dommage. Et voilà. Et quand je vois le film, aujourd'hui, je me dis tiens, il y a presque une dimension journal de bord en fait pour moi. C'est-à-dire que je vois, il y a des scènes qui ont été tournées vraiment dans les endroits où on a été avec Emmanuel et Hubert, notamment en Espagne. Il y a des mots qui ont été réellement prononcés. Il y a comme un... Je vois qu'il y a une dimension carnet de notes, en fait, qui restitue le temps passé. Alors évidemment, je ne suis pas à l'image, mais le temps passé ensemble. C'est tout ce qui est dit à l'écran, j'étais à peu près là, quoi. Alors que tout ce qu'ils ont vécu vraiment, tous les deux, j'y étais pas. Donc il y a une partie des personnages qu'on retrouve, mais... en Espagne, par exemple, des personnages qu'on retrouve juste pour une scène, pas plus que ça. C'est aussi des personnages que Emmanuel et Hubert m'ont présentés. Il n'y a pas tout le monde, et c'est dommage, parce que... Mais voilà, il y a des gens que je peux même pas les montrer en tant que personnage, ça aurait été vraiment trop sulfureux, trop problématique. Mais ce qui est étonnant, c'est que Emmanuel a écrit un autre livre, Emmanuel Fansten, donc... que Pio Marmaille joue dans le film. Au moment où je les ai rencontrés tous les deux, ils étaient sur le point d'écrire un second ouvrage, parce qu'ils venaient d'écrire L'Infiltré, qui était sorti quelques mois avant, qu'on les voit écrire dans le film. Et ils devaient écrire un autre livre qui n'avait pas de titre, et finalement qui s'est appelé Trafic d'État, qui est sorti cette année. Et ce qui est étrange, c'est que, je vous le conseille, il est structuré, le livre est très structuré, est structuré très très différemment que du premier, c'est-à-dire qu'il est vraiment en chapitre, chaque chapitre c'est une rencontre. Et comme avec Emmanuel, on a beaucoup discuté pendant l'écriture du film, on s'est posé la question, qui influençait moi j'étais très influencé par leur travail, leur recherche eux-mêmes. Et après, le livre, dans le livre d'Emmanuel, il y a des phrases qui mettent dans la bouche de certains personnages, d'Hubert, mais Hubert il est en personnage secondaire dans celui-là, qui sont des phrases du film. C'est assez fou en fait, parce que du coup il y a une petite confusion, voilà. Et comme le film est sorti hier, on a un peu fêté ça hier soir, et avec Emmanuel on se posait la question de la réaction. Hubert Avoine est mort pendant le processus, pendant le travail. On se posait cette question-là. On se disait mais qu'est-ce qu'il aurait pensé du film, qu'est-ce qu'il aurait dit, est-ce qu'il y aurait des choses qui l'auraient énervé, est-ce que voilà, c'est l'occasion de faire un autre film même, mais parce que je pense qu'il avait très envie qu'il y ait de la fiction qui soit faite à partir de son histoire, ses récits, ce qu'il avait vécu. Mais voilà, on se posait ces questions-là. Donc l'interrogation continuait un peu. Et du coup, il y a une mise en abîme de vous qui enquêtez en tout cas qui assistez un peu comme un journaliste préparerait un sujet à l'enquête de Emmanuel et Hubert, enfin là, leur rencontre, vous avez...
c'est ce qui me touchait beaucoup, c'est que quand je les ai rencontrés, quand je les entendais parler, discuter, essayer de me faire comprendre, mais très vite m'oublier parce qu'ils étaient tellement partis, tellement à fond, tellement obsédés, enfin obsédés c'est un peu péjoratif, mais tellement, ils étaient tellement chauds, et moi j'écoutais ce qu'ils disaient, j'écoutais la façon dont ils se répondaient, dont ils se complétaient, et j'avais l'impression, je me disais, mais j'aimerais tellement pouvoir restituer ça en fait, j'aimerais pouvoir restituer ça exactement, pas pour imiter, mais j'aimerais bien, voilà, je sais que quand je les quittais, on a passé beaucoup de temps, on a parlé du trafic, de la lutte contre le trafic, du dévoiement de la lutte contre le trafic, il tentait de m'expliquer, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi il y avait quelque chose d'anormal dans hein, dans la lutte contre le trafic de drogue aujourd'hui, pourquoi il y avait quelque chose qui était non seulement dysfonctionnel, mais criminel. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et quand je passais du temps avec eux, de temps en temps, je retrouvais des amis, et j'essayais de leur dire, mais de leur raconter, de restituer cette parole-là, de dire, mais c'est fou, parce que ça avait complètement changé la perception que j'avais, pas simplement sur le sujet des stupes, mais sur le journalisme, sur énormément de choses. Et j'essayais de restituer les choses, et j'avais beaucoup de mal à faire le récit moi-même des choses de façon aussi précise que. Et voilà, mais quand je les entendais, je me disais, comment je fais? Je les enregistre au dictaphone, je prends des notes, comment je fais? J'aimerais bien restituer exactement. Ne pas ni vulgariser, ni condenser, ni simplifier, mais exactement ce à quoi j'assiste, j'aimerais bien le donner. Parce que ça me touche. Pas parce que j'ai envie que ce soit compliqué pour être compliqué, mais ça me touche, ça m'intéresse, ça me captive. J'aimerais bien le redonner par la fiction, exactement tel que je suis en train de le vivre et de l'entendre. Et c'est un peu ce que vous avez fait pour toute la partie qui se passe à Lugano, enfin, d'accomplir ce fantasme d'enregistrer et ensuite mettre en fiction. Oui, sur la partie de Lugano qui est dans le film beaucoup plus courte que ce qu'elle aurait pu être, parce que Lugano, qui est dans le film, on n'a pas tourné vraiment à Lugano, on a tourné à Annecy, peut-être que vous avez reconnu, mais c'est le lac d'Annecy, on triche, voilà, mais ça a été fait à Lugano, et Emmanuel m'a donné tous les enregistrements qui ont été menés, qu'il avait fait à l'époque, qui sont les entretiens qu'il avait menés avec Hubert en vue d'écrire le livre. Il y a 20-30 heures d'enregistrement, donc il me les a confiés, ce qui était une vraie marque de confiance, parce qu'il y a évidemment, il y a des tas de choses très secrètes dans ces entretiens-là, et je les ai fait retranscrire, et je les ai confiés aux acteurs. Les acteurs n'ont pas entendu les enregistrements, mais ils ont travaillé à partir du texte même, comme on pourrait travailler avec un texte comme on pourrait le faire au théâtre, avec de la tragédie, on l'a étudié comme on étudierait un grand texte. Pas simplement des interviews, mais ils ont essayé de rentrer dans le texte pour appréhender les personnages par la parole, par la façon de parler. Moi, je crois beaucoup à ça, beaucoup plus que à déterminer des personnages en fonction de leur passé, de leur psychologie. Je crois vraiment que les récits qu'on fait, la façon dont on parle, nous détermine beaucoup, pas simplement d'un point de vue psychanalytique, mais aussi les récits qu'on fait de ce qu'on a vu ou de ce qu'on est, c'est ce qu'on décide de montrer, c'est ce qu'on décide d'être, c'est ce qu'on décide, on se redéfinit en fonction de comment on parle. Et eux ont fait ce travail-là, les acteurs. Et c'est vrai qu'à un moment, ça aurait pu être un film de 2 heures qui aurait pu se passer. Je sais qu'il y a le film de Claire Simon, c'est ce que tu me disais, c'est des entretiens une interview du dernier amant de Marguerite Duras. Mais quand on est parti faire ces premiers jours, on s'est dit, mais il y a peut-être, en fait, il faudrait faire que ça. On est autour du lac, et puis c'est un échange, voilà. Ça aurait été un peu plus aride, mais en tout cas, on est parti de ça. C'était les premiers jours de tournage, c'était ça. Et ce que vous dites par rapport à la question de l'addiction et de la manière dont on raconte les histoires, on a le sentiment que vous avez aussi choisi vos 3 acteurs principaux pour des questions de diction. Enfin, moi j'ai le sentiment que vraiment la manière
ont parlé correspond à leur rôle dans l'histoire et en même temps à ce qu'ils sont eux-mêmes. Pio Marmaille, Vincent Lindon, Roche Dizem, c'est-à-dire ils gardent une certaine façon de parler qui est la leur. C'est le cas surtout pour Lindon, je trouve, et peut-être pour Marmaille. Et vous, en même temps, vous ne la forcez pas, c'est-à-dire vous gardez le côté parfois haché, les paroles qui s'entrecoupent. Et du coup, je me demandais à quel point ce verbe avait déterminé le choix de chacun des comédiens. C'est un aller-retour. Alors c'est très écrit, c'est très très écrit. Et c'est vrai, ce que vous dites quand on entend Vincent Lindon à la fin, je reconnais, je dis, ah, c'est fou, parce que c'est Vincent Lindon, on dirait presque ses mots. Il est fort, c'est presque un tour de passe-passe, alors que c'est pas du tout ses mots. Il arrive quand même comment dire, à restituer une parole, à la fois policière, politique et même presque commerciale. Hein. Et en même temps, on n'oublie jamais que c'est lui. C'est étrange enfin, et en même temps, lui-même s'oublie aussi un tout petit peu. Il peut bégayer à des moments, il peut avoir des tics, c'est à cause des prises qui sont très longues aussi, ça. Donc c'est des choses qui sont un peu sans filet pour les acteurs, parce qu'il y a énormément de textes, et il y a beaucoup plus de textes filmés que de textes montés, évidemment. Donc les prises, par exemple, au procès, elles durent 50 minutes. Et 50 minutes, et on prend le parti de ne pas couper. À part s'il y a une catastrophe, tout d'un coup il y a un trou, ou il y a un problème technique. Mais on dit, on part pour 50 minutes. Donc il y a une vraie... c'est pour quand vous dites on, c'est la chef opératrice. C'est la chef opératrice, c'est toute l'équipe, c'est des acteurs qui sont là sur le plateau. C'est aussi, là, en l'occurrence, Vincent Lindon, ou Julie Moulier, ou Pio Marmaille. On y va, et quand ils rentrent, c'est vraiment... quand vous parlez de Pio Marmaille, c'est aussi parce que c'est le cas sur les scènes à Libération. Les scènes à Libération, c'est ce que dit Pio, il en parle souvent, parce que les comités de rédaction, ils sont très longs. Aussi, on les a fait en vrai, nous, on prélève des bouts, mais on les a tournés dans leur vraie durée, dans la vraie durée d'un comité de rédaction. Libération qui dure généralement entre 40 et 50 minutes. Donc c'est vraiment, c'est une fois qu'on part, et puis ça concentre tout le monde. Tout le monde dit, bon, ben alors, voilà, on va pas arrêter, si je suis pas bien là, ben je suis pas bien. Donc voilà, et c'est aussi un rapport à l'écoute qui est parti. Autant la prise de parole, elle est un enjeu, évidemment, quand on dit, bon, ben, c'est à moi, il faut que... Allez, je vais y aller, j'y vais pour 25 minutes, évidemment. Et puis, c'est pas simplement une question de mémoire, c'est une question de comment, on embarque la pensée d'un texte. Même si ça paraît être un texte quotidien, il y a quand même il y a une concentration très très forte. Et parce qu'il y a des enjeux, à chaque fois que la parole est prise, qui ne sont pas des enjeux quotidiens, qui ne sont pas des enjeux... naturaliste. Il y a quelque chose à obtenir à chaque fois au bout du compte. D'avoir une page, ou la une ou deux pages, se défendre, sauver sa peau au procès pour Vincent, pour le personnage que joue Vincent Lindon. Mais il y a la question de l'écoute, elle est essentielle. Parce que souvent, enfin, moi c'est ce que je me dis, même quand je ne comprends pas tout à fait, parce que c'est très technique et très expert, la parole de celui qui fait le récit, j'arrive à comprendre à partir en regardant la personne qui écoute. C'est souvent, ça me fait cet effet-là, c'est-à-dire que la personne qui écoute, celui qui parle, me donne presque le mode d'emploi de ce que l'autre est en train de dire. Donc ça demande une écoute, et je sais qu'on avait parlé de Bernard Coltès la dernière fois, et qui est un immense dramaturge français du XXe siècle, et qui avait une des particularités des textes de Coltès, c'est qu'il fait monologuer les personnages. Mais c'est pas des monologues, même un grand texte comme La nuit juste avant les forêts, qui est un monologue sur sans ponctuation de quasiment 1 heure et quart. Mais en fait, c'est pas un monologue, il parle à quelqu'un. Et on peut pas, tout seul, ça marche pas. Ça marche avec une personne, ou là, en l'occurrence, plusieurs, qui écoutent, qui entendent, on voit comment l'information circule dans les yeux de celui qui le réceptionne. Je vais me placer dans cette position d'écoute. Maintenant, si vous avez évidemment des questions, je peux vous tendre le micro, passer parmi vous. Oui. Bonjour. Bonjour.
bravo pour ce film que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, qui est très très intéressant. Voilà, l'histoire est très intéressante et je trouve que cinématographiquement, il est vraiment assez incroyable. Et c'est son rapport au documentaire qui m'a particulièrement intéressée. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup des documentaires qui vont vers la fiction. C'est-à-dire qu'il y a des couples, il y a des... Enfin, on essaye de tirer le documentaire vers quelque chose de fictionnisé. Et là, c'est exactement la démarche inverse. C'est-à-dire que là, on est effectivement dans une espèce de journal de bord. On voit la chose se créer au fur et à mesure, en étant... on sait très bien qu'on est dans une fiction revendiquée. C'est-à-dire que l'image, la façon dont c'est filmé, le regard du cinéaste, et en même temps, on est dans un documentaire. Alors, la question que enfin, dans un documentaire, même un documentaire sur les acteurs eux-mêmes. Et la question que je me posais, c'est... alors, bien évidemment, il fallait des acteurs de très haut niveau pour arriver à cette qualité de jeu, je dirais, qui n'est plus du jeu, mais qui est de l'être. De l'être, mais de l'être en plus filmé comme tel. C'est vraiment, on est vraiment on est à l'intérieur de leur propre personne et on avance avec eux. Et, mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il a été question à un moment de prendre des acteurs complètement inconnus, bien qu'il ait fallu effectivement des acteurs de très haut vol pour pouvoir faire ça. Mais du coup, voilà, je me suis posé cette question, est-ce qu'il a été question à un moment de se dire, ben non, on va appuyer encore plus le côté documentaire, où on va tirer vers une fiction, donc on va prendre, parce que Vincent Lindon, effectivement, on reconnaît Vincent Lindon, on sait que c'est Vincent Lindon, enfin tous les acteurs d'ailleurs qui sont connus, et donc ça tire d'emblée, on sait qu'on est dans une fiction. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est clair. Alors il y a plein de questions. Non, il n'a jamais été question qu'il y ait des acteurs non professionnels pour ce film. Les deux films précédents que j'ai faits... Pas d'acteurs non professionnels, mais... Ou d'acteurs, moi... non, mais... D'acteurs professionnels, mais non connus. Non, c'est important parce que non professionnel, on aurait été vraiment dans un autre type de cinéma. Non, mais c'est juste pour faire un petit écart par rapport à ce que vous dites, parce que par rapport aux scènes de rédaction dans Libération, à un moment donné, on aurait pu se poser la question. Voilà, à ce moment-là, si on veut, parce que c'était le projet des scènes dans Libération, avec Claire Maton, avec l'équipe, on allait à Libération, moi il y avait plein de choses que je trouvais hallucinantes, en tout cas, parce que ça remettait à jour les représentations que j'avais sur le journalisme, sur comment on menait une enquête, sur qui menait les enquêtes, sur comment... Je veux dire, il faut qu'on ait ça exactement. Donc on aurait pu se dire, bah, si tu veux ça exactement, ben, allons filmer comme Naruna Kaplan qui fait Depuis Mediapart, qui est un film que je conseille, qui est magnifique, qui est pour le coup un vrai documentaire, qui est un vrai documentaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un vrai documentaire, mais disons qu'elle est journaliste à Mediapart et elle filme de l'intérieur la rédaction entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2017. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec Claire Maton, on était vraiment... c'est un film qui nous a beaucoup plu et qui est vraiment... enfin voilà, qui est un très beau film. Et on aurait pu se dire, bah, prenons des vrais journalistes, mélangeons les... On ne voulait pas du tout faire ce vrai faux-là. Et après, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une volonté d'affirmer, pas la fiction. Moi, j'ai du mal à... Je la fais, la différence entre documentaire et fiction, parce qu'on me pousse à la faire. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Parce que souvent, quand il y a une espèce je parle des acteurs, là, de qualité de jeu des acteurs, qui a un endroit de vérité très... voilà. On a tendance à disqualifier un peu la fiction en disant « Ah oui, mais c'est du documentaire ». Et c'est pour ça que je dis non, c'est de la fiction et pas du documentaire, parce que je ne voudrais pas qu'on invalide la proposition artistique très forte des actrices et des acteurs. Mais en réalité, ça m'est égal. Il y a aujourd'hui une partie, moi, du cinéma que je trouve le plus puissant, il s'en franchit complètement de ces questions-là, documentaire, fiction, enfin vraiment... Mais la question du vedettariat des acteurs principaux, elle est pas
j'ai envie de dire, je m'en fiche un peu parce que l'idée c'est qu'on constitue, et avec Julie Allion qui fait le casting de mes films, on constitue une troupe d'actrices et d'acteurs. Voilà. Et on essaie de trouver la troupe qui va le mieux fonctionner ensemble et le mieux restituer ce qu'on essaye le petit monde qu'on essaie de proposer. Et donc on réfléchit à acteurs connus, pas connus, c'est la même, on pense de la même façon. Et c'est vrai que ça tire vers la fiction, ça tire, c'est vrai que des acteurs connus comme Pio Marmaille, Roche Dizem, Valérie Bruni-Tedeschi, Vincent Lindon, forcément quand on les voit à l'image, se superposent à notre regard d'autres personnages qu'ils ont joués, qu'on le veuille ou non. On peut pas ne pas... c'est ce qu'on disait, c'est injuste pour Vincent Lindon, c'est vrai qu'il peut faire ce qu'il veut, mais on l'entend quand même, surtout qu'en plus, c'est moins Pio Marmaille et Roche Dizem, mais Vincent Lindon, il a souvent dernièrement pris la parole en dehors des films, en dehors de la fiction. Donc il y a aussi ça en plus qui arrive, qui crée une interférence et qui est intéressante de jouer cette interférence entre l'image qu'on a en tant que spectateur sur un acteur et puis le rôle qu'il est en train de jouer. Mais moi j'avais envie de travailler avec eux surtout. Donc j'avais vraiment envie de travailler avec eux. Mais c'est des questions que je me pose pour la première fois parce que les films que je fais se passent dans un autre territoire qui est le mien, qui est la Corse, avec des contextes politiques très établis, et que j'ai besoin de travailler avec des actrices et des acteurs qui ont déjà un point de vue sur ce qu'on est en train de raconter. Là, tous les acteurs ont un point de vue sur ce qu'on raconte, d'autant que par exemple, je pense que Vincent Lindon connaît certains des acteurs, au sens des vrais personnages qui ont inspiré donc ils ont, mais le journalisme, le milieu de la police qui travaille contre le stup, ça c'est un milieu qui leur est très inconnu quand on commence à travailler. Donc il y a quelque chose de très romanesque. Voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la tension entre quelque chose de très reconnu, des acteurs qu'on a vus dans beaucoup de films, et une nature de traitement des scènes et du jeu qui serait en apparence très réelle, très réaliste. C'est ces deux choses qui sont un peu contraires que je trouve qui sont dynamiques. Pardon, c'était long comme réponse, mais... Bonsoir, merci pour votre film. J'avais une question sur la fin, en fait, sur le dernier plan. En fait, vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, sur le dernier plan de quand on voit Hubert qui disparaît dans la nuit. Enfin, et avant, quand il est sur le toit terrasse. Et ensuite, enfin voilà, il y a plein de pistes possibles. Oui, ben voilà. Non, mais je peux pas l'expliquer, voilà, comme... C'est pas pour finir par un mystère, c'est juste qu'il est possiblement, là aussi ça réinterroge le statut de personnage qui est censé être mort dans deux séquences précédentes et puis qui est là et qui disparaît dans la nuit. On est peut-être pas dans le même dans le même type de narration qu'avant à ce moment-là. C'est important pour moi de finir avec lui vivant. De finir avec lui vivant, mais qui s'enfonce néanmoins dans la nuit, avec la possibilité que ce soit un flashback, la possibilité que ce soit un mensonge, la possibilité que ce soit purement poétique, je sais pas. Et des limbes desquelles il avait émergé au tout début du film. Oui. Puisque oui, il repart dans l'aventure. Oui, bien sûr. Les escaliers, exactement. Et c'est vrai que la première séquence, elle est pour moi, pour le coup, vraiment, entre guillemets, de la fiction, même si après on l'entend, le personnage d'Hubert raconter qu'il a été dans cette maison, qu'il a été le gardien du dépôt, comme il dit, qu'il a surveillé, donc voilà. Mais c'est une séquence qui est sujette à caution, c'est-à-dire qu'elle est vraiment de la fiction. On le voit avec les mouvements de caméra qui sont un peu amples, un peu voilà. Et la fin, pareil aussi, c'est-à-dire qu'il repart dans la fiction, ou je sais pas, mais en tout cas dans quelque chose qui est plus grand que nature. Des voitures l'attendent, on sait pas, puis il s'évapore comme ça.
disparaît. Merci, j'ai passé un très bon moment. Au-delà de l'histoire, j'ai découvert vraiment l'environnement d'une rédaction. Et voilà, c'était très réaliste et j'ai appris beaucoup de choses. On a évoqué un trio et finalement l'accent est beaucoup mis sur la relation entre Hubert et Emmanuel. Mais quelque part en creux, on devine, elle a un peu évoqué la relation qu'il y a pu avoir entre Hubert et Jackie. Il y a juste la scène au restaurant avec le canard, et il évoque le fait qu'ils étaient comme des frères. Est-ce que c'est quelque chose... Oui, parce qu'il s'appelle Canard, effectivement. Ouais. Et parce que c'est nous qu'on a l'impression qu'il y avait un canard. non, mais... c'est vrai qu'il s'appelle comme ça, il s'appelle Canard. Il s'appelle Canard. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez été tenté éventuellement de mettre plus en avant? Vous vous êtes posé la question? Oui, moi, il y a eu une version du scénario où on racontait cette histoire d'amitié. C'est vrai qu'il y a deux histoires d'amitié. Il y a l'histoire l'histoire qui est terminée, la rupture, l'histoire fusionnelle et entre Jacques Billard et Hubert Antoine. On assiste qu'à la fin. Moi, j'aime bien. On prend cette histoire et l'histoire est complètement, l'histoire est terminée, quoi. Elle est plus que terminée. C'est la guerre. Et on prend l'autre histoire de travail et d'amitié, peut-être même amoureuse, amoureuse au sens, il y a quelque chose comme ça entre Hubert et Emmanuel. On les prend au début et on va jusqu'à son terme. On la prend vraiment dans un moment qui a été très 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 concentré, mais assez court. Et oui, il y a eu à un moment donné, on a écrit énormément sur leur histoire à tous les deux. Il y avait de quoi faire une série. En fait, il aurait dû avoir une série. Mais pas sur ce que vous voyez, sur la relation entre Hubert et Jacques Billard. Ouais. Et c'était très compliqué. Comme j'ai pas eu accès à la vraie personne, c'était très difficile pour moi. Et qu'on parle d'une affaire quand même qui est dans les tuyaux, comme on dit. Enfin, il ne s'agissait pas de coller à la réalité exactement, mais d'être dans une relation la plus intègre possible avec la réalité, pour pouvoir dire, je sais pas si ça se sent, là, ce qu'on montre, c'est vraiment, ça a été dit. Et là, on est à côté. Que ce soit qu'il y ait une relation très claire qui soit donnée avec le spectateur. Et je ne pouvais pas raconter Jacques Billard, le personnage qui l'a inspiré, François Thierry, parce que j'ai pas eu accès à lui. J'ai eu accès à des PV, d'instructions, j'ai eu accès au récit que me faisait Hubert de lui, et c'est ce qu'on a dans le film. Et je ne pouvais pas prendre ce que me disait Hubert, le vrai Hubert, sur François Thierry pour argent comptant. Et je ne pouvais pas prendre non plus ce que me disait Emmanuel Fontaine et les journalistes pour argent comptant. C'est un personnage qui est pour moi, d'ailleurs qu'on ne voit que dans le personnage de Jacques Billard, on ne le voit avec son corps public. Avec la procureure, avec le colloque sur les stupes au début, au procès, on ne le voit jamais dans son corps privé. On voit un moment un peu fantasmatique quand il rend le portable au trafiquant et qui part dans la nuit en forme Mustang. Mais c'est tout, c'est vraiment... voilà. Et je me disais, bon, ça me va. J'ai pas parce que j'ai pas envie d'être à charge. C'est toujours délicat de faire des films où il va y avoir des procès derrière, tout ça. J'ai pas envie d'être ni à charge ni à décharge, c'est pas du tout et puis j'ai pas eu accès alors que je pense qu'il y a effectivement un autre film à faire là-dessus qui serait je pense très fort aussi sur eux deux. Précisons que la Ford Mustang, c'est vrai. La Ford Mustang, c'est vrai, mais pas c'est vrai. Bonjour, merci Bonjour. pour ce film. Merci. Spécialement pour le jeu des acteurs. Par contre, je m'interroge beaucoup sur Hubert. J'arrive pas du tout à le cerner et je le trouve très ambivalent et je voulais savoir si vous l'aviez fait exprès ou si c'est ma propre interprétation. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est un mythomane. Oui, enfin, c'est un personnage complexe, qui a plusieurs dimensions, qui est... c'est un personnage qui est moi, le modèle était quelqu'un de très
Alors, moi, j'aime pas parler des personnes ni des personnages en deux adjectifs ou trois adjectifs. Ni des communautés, ni voilà. Et ça m'intéresse. Le personnage de fiction d'Hubert résiste. Déjà, il résiste à faire histoire, à faire fiction. Il meurt pas. Il se fait pas fumer dans la rue de 2 balles dans la tête par des voyous, par des flics. Non, il meurt de sa maladie. Donc ça, il y a quand même quelque chose de profondément tragique, mais il résiste à ce qu'on attend de ce type de fiction. Ah, mais alors, pourquoi, on l'a dit, mais pourquoi alors il meurt pas, pourquoi c'est pas... non, c'est pas comme ça. Et donc il résiste à faire histoire, et il résiste aux définitions qu'on peut avoir de lui. C'est vrai que... Et ça, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on le voit, il le dit lui-même, hein, quand il dit « je suis le sujet de personne ». À la fois, il a envie d'être dans la lumière, d'être sujet, et en même temps, il refuse absolument d'être le personnage de monsieur le journaliste de Libération. C'est cette ambivalence qui est intéressante, en même temps qu'il dit bien des choses. C'est vrai qu'on le voit au début du film, par exemple, on voit qu'il est dans un environnement de trafic. On voit très bien qu'il est, même s'il n'est pas dans un territoire qui n'est pas le sien, cette maison, mais on voit qu'il sait de quoi il retourne. Et la scène suivante, on le voit avec le journaliste, et on dirait un bon élève qui vient, on dirait un entretien d'embauche. Il vient avec le dossier en disant alors je vous ai mis la lettre au président de la République, j'en ai parlé, je vous montre les textos, comme presque en enfantillage. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de lui qui est dans la séduction à ce moment-là, et en même temps, ça raconte bien socialement l'intimidation que produit un journaliste sur quelqu'un, un journaliste de Libération, que vous appelez pour lui parler de quelque chose, même s'il est plus jeune que vous, même s'il a 10 ou 15 ans de moins que lui, c'est quand même Libération, c'est journaliste, il habite dans le Marais, on le voit, il y a un truc, il appelle, c'est intimidant. Et j'aime bien ça, d'avoir vu cet homme pas intimidé par des trafiquants, par du trafic, qui est là, Paris Ultracentre, journaliste de Libération. Ça, voilà. Et du coup, on fait le point autrement sur lui. Et sans qu'on en sache beaucoup plus sur d'où il est originaire socialement. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Que le regard sur lui. Et moi, en tout cas, quand le vrai Hubert, je passais mon temps à le questionner, y compris ce que vous dites sur la véracité de ce qu'il raconte. Mais c'est pas très important. Je pense pas qu'il soit mythomane. Et puis même, non, je pense absolument pas qu'il soit mythomane. Mais même s'il s'arrange un peu avec la vérité, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est le récit qu'il fait. Ce qui est important, c'est ce qu'il ramène, ce qu'il dit. Et ce qu'il dit est pas complètement... on voit bien qu'il y a une pensée derrière. Ce qu'on peut remettre en cause, le journaliste pourrait remettre en cause plus que moi. Parce que le journaliste, il est obligé de vérifier sa source. Tout d'un coup, il fait confiance à une source qui dit je vais te raconter des choses invraisemblables. Et comment le patron des stupes français, celui qui a la tête, celui qui a inventé les doctrines, mis en place des stratégies, il est mouillé jusqu'au cou. Il est le principal importateur de cannabis en France. C'est grave, quoi. Donc il est obligé, le journaliste, de vérifier. Il ne peut pas partir pendant 6 mois et se rendre compte au bout de 6 mois que le type est mythomane. Lui, il a un souci, il est obligé de vérifier. Moi, c'est la valeur que j'accorde à Hubert en tant que personnage et même en tant que vraie personne humaine, elle n'est pas à l'endroit de la vérité. Elle n'est pas à l'endroit de... Et la question de la vérité, d'ailleurs, elle n'est pas... On a déjà parlé, la question de la vérité comme la vérité vrai-faux, comme juste, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est pas si intéressant que ça. C'est même un peu contraignant, même un peu dictatorial, quoi. Voilà, on voit bien les hommes et les femmes politiques aujourd'hui qui sont en permanence, on les soupçonne de dire quelque chose qui est faux. Mais c'est pas grave. Ils sont pas là pour dire la vérité. Hein. Moi, jamais je me suis dit, il devrait s'affranchir complètement de ça. C'est-à-dire, de toute façon, ce que je vous dis, c'est peut-être des mensonges, peut-être ce que je vous dis, c'est la vérité, mais on s'en fout, c'est pas ça. Moi, je vous fais un récit de quelque chose, est-ce que vous adhérez, est-ce que vous adhérez pas à ce récit-là, c'est tout. Voilà, il ne faut pas qu'il raconte des mensonges, je veux dire, évidemment qu'il ne faut pas qu'il truande, machin, mais la question de la vérité au sens de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un... Et Hubert, possiblement, il est aussi... Ce qui est troublant chez Hubert, c'est que son projet, il est à plusieurs vitesses, et il varie. C'est ça qui est troublant. Mais comme nous, comme tout le monde, je crois.
Enfin, il y a peut-être des gens qui sont... on ne peut pas dire de quelqu'un ah, je l'ai surpris dire quelque chose, ça veut bien dire que ce qu'il avait dit avant, il mentait, et donc quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui coupe la tête? Non, enfin, on peut être plusieurs choses en fonction des moments, en fonction de... On peut, comme Hubert, avoir un projet de revanche et même de vengeance, de se sentir mis de côté, et à partir de ce projet de vengeance, se découvrir une vocation, enfin, se découvrir quelque chose de profondément politique, de dire mais il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ce système-là, je l'ai vu. Le point de départ, il est effectivement que j'étais blessé, on n'a pas payé à ma juste valeur, on n'a pas reconnu à juste valeur, ben, voilà. Et c'est pas grave que son projet soit un peu impur, mutant, voilà. On voit bien que dans le film, on l'invalide à partir du moment où on met l'estampille mythomane dessus, à partir du moment où le mot mythomane est prononcé, c'est vrai que tout d'un coup, on ne regarde plus que comme ça. Ça, c'est intéressant aussi pour moi sur la fiction, de voir avec quelle image mentale on construit. Parce que quand on monte le film, on fait le pari de dire ah, surtout que c'est un film qui ne montre pas la réalité du trafic au Mexique, tout ça, mais avec Marion, avec Lila, les monteuses, on parie sur les images mentales que le spectateur va faire à partir d'une information, un geste, voilà. J'aime bien ça, de sentir des variations de rythme chez les personnages qui vont permettre de faire évoluer le regard, ou le changer, ou le plus l'accepter. Parce que ça a à voir avec l'indépendance. L'indépendance du regard du spectateur, de notre regard, et l'indépendance du personnage aussi. L'indépendance, c'est-à-dire qu'il puisse s'émanciper. C'est un peu théorique ce que je dis, mais qu'il puisse s'émanciper du regard du spectateur, qui attend quelque chose, ou du regard même du réalisateur, qui essaye, souvent, on a envie que les personnages incarnent telle ou telle chose, une problématique. Eh ben, c'est vraiment... voilà, moi, je déteste ça au cinéma. Je déteste quand un personnage, il incarne une problématique, un problème, et il n'est pas en train de vivre sa vie de personnage et modifier même les scènes et les situations. Même pas quand les situations, elles sont là uniquement pour dire quelque chose, quoi. Ah ben, je viens de tel endroit, donc j'exprime telle problématique, machin. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Hubert, pour moi, il est un personnage qui résiste à tout ça. Et un des outils de résistance et de jeu sur l'ambivalence de son personnage, je trouve, c'est les bonbons que vous mettez dans 2 scènes qui sont avec Hubert et qui font de ce personnage une figure qui appartient à l'enfance de temps en temps et appartient à ce qu'il y a de plus adulte à d'autres moments. Oui. Et Roche Dizem, quand à la fois il mange des bonbons, il se prend en photo avec son journal, ou alors il fume sa clope dans son bain, et il fait une collection de petits oursons sur le de crocodiles séchés, il faut le savoir, parce que le crocodile Haribo, je le dis si on découvre des Haribo, je le sais avec Hubert, c'est mieux quand on les a laissés sortir quelques heures parce qu'ils deviennent un peu croquants. Donc il a les crocodiles Haribo sur le bord de la baignoire. Oui, et c'est... Il y a de l'esprit chez Hubert aussi, beaucoup d'esprit, et c'est ça qui le rend aussi attachant. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Aussi, j'ai beaucoup aimé ce film. Moi, c'est juste, peut-être que vous y avez déjà répondu un peu dans toutes les questions, mais comment est né pour vous le début, le désir en fait de faire ce film? Comment c'est arrivé? C'est la rencontre avec les deux, vraiment, c'est la rencontre avec les deux, la folie dans laquelle... Enfin, la folie, l'énergie dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire que c'était ça, c'est d'abord tous les deux, parce que je me suis dit, moi j'ai besoin, en plus je suis loin de mon port d'attache intime et de fiction, donc j'ai besoin, si je me mets à écrire, et puis les films c'est très long, on voit bien, j'ai commencé à l'écrire en 2017 celui-là, vous imaginez, on est en 2022, donc il faut vraiment que même si je ne m'étais pas dit le film sortira en 2022, mais c'est très long, donc il faut qu'il y ait une promesse de quelque chose, d'une exploration de quelque chose, de dire avec ces deux personnes, ils vont m'amener dans des endroits que je ne connais pas, ils vont me raconter des histoires, et eux, tout de suite, j'ai vu qu'ils étaient... il y avait l'intellectualité d'Emmanuel, c'était un journaliste, c'était quelqu'un, à la fois, je savais très vite, parce qu'ils ont été très généreux et très sans filtre avec moi. Ils m'ont tout de suite dit d'où ils venaient, ils ont tout de suite voulu, je sentais qu'il y avait un désir d'être à 3, de ne plus être à 2, parce qu'ils étaient à un moment où ils commençaient
vraiment à se disputer, pas à se disputer, mais à se chamailler, à machin. Donc je pensais Emmanuel m'avait dit ça, je vous le dis, je me rappelle au moment où je le dis. Quand j'ai accepté de faire le film, Emmanuel m'a appelé en me disant je suis content qu'on soit trois, et je suis content parce que c'est lourd, les histoires elles sont lourdes. Même si il n'y a pas quelqu'un à chaque coin de rue qui vous attend pour vous régler votre compte, mais c'est lourd, les histoires de stupes, elles sont lourdes, elles sont surtout que Libération était, Emmanuel, il y avait des procès anti-femmes, les journaux suivaient pas vraiment ce qu'il disait, on le suspectait de s'être fait avoir par un mythomane, c'est compliqué de s'attaquer à la hiérarchie policière, mais on sait jamais, on sait pas sur qui on va tomber, on sait pas ce qui va se passer. Et donc, je pense qu'il y avait un truc de la part d'Emmanuel d'être content que, voilà, de la même façon que Stéphane, dans le film, et Emmanuel, protège Hubert. C'est pour ça la dispute à un moment donné, quand il lui dit, mais quand ils se disputent dans la voiture, il dit, mais tu sais les risques que je prends pour toi? La question des risques, elle est importante. La question des risques qu'on accepte de prendre. Et je pense qu'à partir du moment où Emmanuel met Hubert dans son journal, on parle de lui, il le protège d'une certaine façon. On ne va pas se mettre à tuer Hubert, parce que ça deviendrait, voilà, c'est ce que dit Emmanuel souvent, on n'est pas au Mexique, on n'est pas en Sicile, on ne tue pas les journalistes, voilà, donc il le protège. Et je pense que la fiction, d'une certaine façon, elle est venue comme ça, dans une idée, peut-être pour lui protéger ce qu'ils étaient en train de faire. Et je sentais que la relation entre eux était forte, que la relation qu'on allait avoir elle allait être forte, et puis surtout, il y avait aussi, enfin, ça répondait à plein de choses, quoi. À la fois, il y avait ce couple pour moi, qui était un couple de cinéma immédiatement, parce que c'était des deux personnes qui étaient à la fois, il y avait une fusion entre les deux, il y avait une complicité. En même temps, je voyais bien que rien n'aurait dû les faire se rencontrer, si ce n'est cette affaire. Ils viennent pas des mêmes endroits, pas de la même génération. Il y en a un qui est très parisien, qui fait la fête, et Hubert, il est dans d'autres sphères. Il a traîné dans des endroits pas possibles, et voilà, et peut-être que le regard qui est au moins à moi aussi, au regard que je peux avoir sur les choses. Et Emmanuel, c'est quelqu'un qui travaille dans le département police-justice, donc il aime les histoires, il aime la face cachée, il aime ce qui est derrière ce qu'il y a derrière le miroir, il aime bien ça. Et moi aussi, forcément, dans la fiction, j'aime bien essayer de comprendre, aller derrière, voir qu'on m'explique, j'aime bien. C'est un plaisir enfantin, quoi, qu'on dise mais non, c'est pas comme ça s'est passé, il y a lui, il a fait ça. On aime ces trucs-là, et la fascination que Emmanuel pouvait avoir pour Hubert, je pouvais la comprendre et la partager. Et puis après, il y a toutes les histoires qui sont plus directement politiques, liées, encore une fois, pour la lutte contre le trafic, le dévoiement de la lutte contre le trafic. Je trouvais que je me suis dit, tiens, si j'arrive à un peu comprendre ça, je comprendrai un peu mieux le monde dans lequel je suis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais parler un petit peu du rythme du film, sur le rythme. Il y a quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est-à-dire que vous êtes quand même sur une enquête, sur le thème de l'enquête et tout, avec un rythme. Ça marche pas? Si, c'est très bien. Avec un rythme, toujours un peu régulier. Et j'ai trouvé un truc assez fort dans votre film, c'est... alors que vous insistez pas, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est la maladie d'Hubert. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, précisément, on a juste le plan où il crache dans son mouchoir, et dans l'imaginaire du spectateur, à partir de là, alors que vous restez toujours un peu sur le même tempo, la fiction s'accélère dans l'imaginaire du spectateur, parce qu'on sait qu'il va y avoir une échéance qui va arriver, et c'est d'autant plus renforcé, si vous voulez, par la scène dans le bar où le journaliste, la discussion qu'ils ont, le journaliste dit pour moi, mon livre, quand le livre est paré, il dit moi je vais mettre une pause là, et on sent l'urgence d'Hubert. Et ça, les deux fonctionnent très très bien, je dirais, pour continuer jusqu'à la fin de l'histoire.
Et j'ai trouvé ça très très fort au niveau de comment vous avez cassé le rythme sans y toucher en apparence, c'est-à-dire en restant toujours sur une espèce de régularité, mais vous avez su interagir sur l'imaginaire du spectateur qui est face à votre film. Bah, tant mieux, si vous avez senti ça, ça me... C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est vrai que la maladie d'Hubert, je montre, parce que en fait, quand on travaillait, quand je l'ai rencontré, elle est arrivée d'un coup, en fait. Il y a un jour, il est arrivé Hubert, et il nous annonçait qu'il était malade. C'est plus que malade, il était condamné. Et alors aujourd'hui, c'est marrant, c'est pas marrant, mais vous parlez de ça parce qu'on en parlait hier soir avec Emmanuel, on se rappelait et on se disait tout d'un coup, Emmanuel me dit, mais tu sais, aujourd'hui, je suis sûr qu'il le savait avant même que je le rencontre. Et qu'il a annoncé, il a pris le choix de nous l'annoncer à un moment particulier. Mais moi, en tout cas, que le jour où il nous a dit ça, il dit, voilà, j'ai fait des trucs, j'ai ça, allez, dans 4 mois, adieu à la valise, quoi. Je vais faire les 3 sessions de chimio s'ils veulent, je vais en faire 2, 3, et puis voilà, je vais pas non plus... Donc évidemment, ça a accéléré un peu complètement les choses, et puis c'est vrai qu'il y avait toujours ce trou vis-à-vis d'Hubert, mais attends, il dit la vérité, c'est pas possible. Puis en plus, il était très sportif, vraiment, on partait en Espagne, il y a 8h du matin, il allait courir pendant 2 heures, enfin, c'est pas... Pourquoi il dit ça? Alors, il dit ça pour... et c'est vrai que ça le faisait rire de dire ça, parce qu'il disait, ben voilà, maintenant, au moins, plus personne va chercher à me flinguer, parce que de toute façon, ils savent que je vais y passer dans pas longtemps, donc voilà. Mais c'est pareil, ça mettait en jeu sa parole, parce qu'on dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est aussi... Il le dédramatise à ce point-là, et en même temps, voilà. Dans le film, c'est montré différemment, il y a quelque chose de plus... je pense, de presque plus douloureux que la façon dont Hubert avait de parler de ça. Mais effectivement, il y a cette maladie, il y a un truc aussi, il en meurt, quoi. C'est quelqu'un qui meurt, il en meurt de tout ça. Et bon, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si je peux me permettre une dernière question avant que on a cette super rencontre. Et c'est une question un peu impliquée, pardonnez-moi, c'est une interprétation un peu personnelle d'une scène qui est la scène des radios, où en fait, à ce moment-là, la maladie est matérialisée parce qu'elle est imprimée, qu'elle est affichée, un peu de la même manière que les unes sont affichées comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le même processus de dévoilement que vous mettez en scène dans tout le film avec cette maladie d'Hubert. C'est-à-dire, pour moi, il y a une matérialisation du dévoilement de ce qu'est la presse, des informations, etc. Cette maladie qui est mise à jour, un peu comme les trafics sont mis à jour. Et à ce moment-là, le film prend quand même une tournure beaucoup plus tragique, si on s'identifie au personnage d'Hubert, avec un poids de la tragédie. Et ma question, c'est l'ancrage tragique, quasiment mythologique, d'enquête sur un scandale d'État. Et je reviendrai pour terminer sur la première séquence. Je rappelle que quand même les opérations de drogue s'appellent Opération Ithac. Les vraies opérations s'appellent Ithac, ouais. Ah, bon, les vraies aussi. Ah non, pardon, non, oui, c'est des opérations Ithac. Non, les vraies opérations s'appellent les opérations Myrmidon, qui sont aussi, qui empruntent à la mythologie grecque. Puis il y a ce personnage, du coup, d'Hubert qui, à la fois, semble attendre et en même temps être parti. Il est au téléphone avec son amour et il garde ce domaine-là. Donc pour moi, c'est une espèce d'incarnation. Enfin, Hubert, c'est à la fois Pénélope et Ulysse dans un seul et même personnage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est vrai. Ah, je suis d'accord. Ah, mais sur la maladie, ça me fait... parce que on n'en a jamais parlé, je n'ai jamais parlé dans les discussions. Et c'est vrai que on voit la façon dont Pio regarde les unes. Et c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose il y a une analogie avec comment Hubert regarde ses radios. En tout cas, il y a quelque chose sur l'invisibilité je me dis qui est... Ce que je disais quand Hubert nous annonçait qu'il était malade, de ne pas le voir dans son corps tout de suite. Après, on l'a vu, hein. Mais de son corps en pleine santé, et en même temps, la maladie continue, travaille, agit. Et il y avait quelque chose aussi sur cette affaire-là. Parce que moi, j'ai mis longtemps avant de me ranger du côté d'Hubert en disant, non, il y a un vrai gros problème. C'est pas parce que c'est du cannabis qu'on fume et que ça fait pas du mal directement comme pourrait le faire
l'héroïne, le fentanyl, etc., que ça part, voilà. Et il y a quelque chose de cet ordre-là que j'aimais bien, que c'est sur quelque chose qui est invisible, mais qui est un vrai mal profond. Il y a un vrai dysfonctionnement de l'État, de la police, de rapport au trafic, qui se voit pas jusqu'à ce que tout s'écroule, quoi. On le voit pas, et puis à un moment donné, c'est métastasé partout, et il est trop tard. En tout cas, on voit comment ça a attaqué. Donc oui, je suis d'accord. Il est Pénélope et Ulysse, exactement. Mais il a été Ulysse en tout cas dans le film, puisqu'il est il est revenu de toutes ces aventures, et il attend. C'est vrai. D'ailleurs, c'est aussi ce double mouvement au moment de la demande en mariage, auquel succède quasiment tout de suite après une scène de rupture. C'est-à-dire que d'un côté, il épouse, il sera épousé, et de l'autre côté, il se sépare. Il y a ces deux mouvements tout le temps chez lui. C'est vrai. C'était les deux mouvements à l'œuvre ce soir. C'est le temps de la rupture. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que le film est sorti hier et il a plutôt bien démarré. On s'en réjouit. On félicite son réalisateur, les équipes de Pyramide, qu'on remercie aussi pour d'avoir organisé cette rencontre avec nous. Longue vie à Enquête sur un scandale d'État. Parlez-en autour de vous, et il reste à l'affiche ici pour encore longtemps. Très bonne soirée. Merci.